et indiquer toujours le type d'appareil que vous utilisez. Donc on s'était quitté là-dessus. On n'avait pas tout fini d'aborder sur cette thématique de TGA. Voilà, je vous avais dit qu'on peut exploiter le thermogramme puisque c'est une analyse quantitative. Ici, donc, on voit un thermogramme. Alors, c'est très caricatural, hein, c'est juste pour faire passer un message. Ce thermogramme fait apparaître différents paliers qu'on peut exploiter. Donc, le premier palier, ça va être les composés les plus légers qui vont partir en premier. Donc, on peut reconnaître des restes, donc des résidus de solvants. Donc, en fonction de la température à laquelle ils partent, vous pouvez identifier s'il reste du dichlorométhane dans votre composé parce que vous ne l'avez pas assez séché, ou s'il reste de l'eau parce que vous ne l'avez pas assez séché ou parce qu'il a pompé l'humidité de l'air. Vous pouvez reconnaître et quantifier, grâce à ce palier, la quantité de volatile. Après, donc, le polymère va commencer à se dégrader. Donc, vous pouvez quantifier la quantité de polymère qu'il y a dans l'échantillon. Mais dans cet échantillon, peut y avoir aussi des charges qui sont là pour diminuer le coût du polymère, pour améliorer ses propriétés mécaniques, ou pour lui donner de la couleur, enfin toute autre chose, quoi, d'autres propriétés. Donc on peut également quantifier, et puis éventuellement il restera quelque chose qui ne disparaîtra pas, qu'on appelle des cendres. Voilà, donc chaque palier peut être quantifié et vous donner une information sur la composition de votre échantillon. C'est comme ça, par exemple, que vous pouvez faire de la veille concurrentielle, hein, pour essayer de comprendre ce que contient un échantillon. Donc là, c'était l'analyse la plus classique lorsque on augmente progressivement la température de l'échantillon. Une question? Mais vous pouvez aussi utiliser cet appareil en le maintenant à une température donnée et regarder au bout de combien de temps il va se dégrader. Voilà, c'est une autre façon d'exploiter cette technique. Je vous laisse noter ça, je referai un dernier commentaire sur cette analyse. Une question?
Pardon, j'avais pas vu la question dans le chat. À quoi ça nous sert? Eh bien, par exemple, vous verrez au second semestre dans le module composite, donc les composites, ce sont des matériaux hétérogènes. Donc vous avez un renfort qui est hétérogène par rapport à la matrice polymérique et ben, si celle-ci, si ce renfort ne n'est pas détruit par le programme de température, eh bien, ça va nous permettre de quantifier combien il y a de renfort dans le composite. Si par contre votre renfort, est lui-même un polymère, eh bien, il va aussi disparaître. Donc, je voulais donc finir un petit peu sur ces différentes idées. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire un thermogramme? On va dire qu'il y a 3 grandes idées. Soit vous voulez déterminer la composition de votre matériau. Donc, prenons l'exemple que je viens de citer du composite. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, vous allez utiliser votre matériau dans des conditions un peu drastiques en température et vous voulez savoir quelle est la température limite d'utilisation. Donc ça, vous cherchez la température de dégradation, le temps au bout duquel il va commencer à se dégrader. Et troisième point important, dans lequel on utilise cette technique, vous devez impérativement utiliser cette technique avant de faire une analyse DSC. Pourquoi? On a vu que cette technique permet de voir s'il y avait des volatiles. Vous n'avez pas le droit de faire de la DSC s'il reste des volatiles. Car je vous ai dit la dernière fois, la cellule, elle explose et vous abîmez les thermocouples dans l'appareil DSC. Donc, si vous constatez par TGA que vous avez des volatiles parce que vous avez mal séché votre polymère, vous retournez sécher votre polymère avant de enchaîner par l'analyse DSC. Donc, toute analyse DSC doit être précédée de ce type d'analyse pour vérifier que vous n'avez pas de volatile et que le programme de DSC que vous allez utiliser s'arrête avant la température de dégradation de votre échantillon. Comment on sache un polymère? Alors, tu viens de le synthétiser très souvent en solution. Donc, tu vas passer effectivement au rotavapor pour enlever, allez, on va dire 95% du solvant, mais ça ne suffit pas. Alors après, tu le mets dans une étuve reliée à une pompe à vide et tu tiens pendant au moins une nuit. Voilà. Et si ça ne suffit pas, tu chauffes l'étuve et tu tires toujours vide. Voilà. Donc, tant qu'on observe des volatiles dans le matériau, on n'a pas le droit de faire la DSC, sinon la cellule, elle explose. Après, ça, c'est le premier point qu'on va vérifier. Deuxième point, dans la DSC, je vous ai montré qu'on faisait des cycles. On chauffe, on refroidit, on efface l'histoire thermique antérieure et on recommence. On chauffe, on refroidit, et si on est perfectionniste, on recommence. On chauffe, on refroidit. Et c'est sur le dernier cycle qu'on prend les caractéristiques du polymère. Si vous avez fait un cycle de température qui endommage votre polymère, eh bien, les données sont inexploitables. Et comment savoir si le cycle que vous avez choisi est correct? C'est l'analyse DSC qui va vous le dire. Ici, elle vous dit, ne dépassez pas un programme, on va dire que ça descend à 400, votre programme DSC ne doit pas dépasser 400 degrés. Alors, on prend toujours une marge, on va dire, allez, 50 degrés en dessous. Votre programme DSC, vous pouvez monter, descendre en température, mais vous n'avez pas le droit de dépasser 350 degrés. Sinon, vous dites n'importe quoi et vous pouvez aussi encore abîmer le polymère, peut-être parce que quand le polymère se dégrade, il peut libérer des choses qui peuvent encore une fois faire exploser la capsule et abîmer l'appareil. Donc, je répète, parce que c'est vraiment très important, toute analyse DSC est précédée d'analyse TGA. Alors, rigoureusement, il ne doit plus y avoir de volatiles. 5% de volatiles, c'est un peu trop, non? Il y a des risques, on joue avec le feu. Allez, si c'est 2%, ça peut être jouable. Mais rigoureusement,
ne doit pas y avoir de volatile sur la TGA avant de faire une DSC. Comme ça, on prend vraiment soin de l'appareil DSC. Ça vaut tellement cher ces appareils, hein, il faut vraiment respecter les consignes. Donc, on vérifie qu'il n'y a pas de volatile avant de faire la DSC et on vérifie que le programme de DSC n'atteint pas la température de dégradation du polymère et on se prend une petite marge. Ici, on voit que le polymère il commence à être abîmé, on va dire à partir de 400 degrés. Allez, on se prend une marge de 50 degrés. Comme ça, notre polymère n'est pas abîmé par nos cycles et l'exploitation du thermogramme a un sens. OK? Donc, 3 points vraiment pour lesquels je vais les répéter. Soit on fait une analyse de composition du matériau, comme est un peu décrit ici. Soit on veut connaître la température de dégradation du polymère pour savoir jusqu'à quand on peut utiliser le polymère, pour savoir par exemple si c'est un polymère thermostable. Et troisième cas de figure, c'est on fait ce type d'analyse avant de faire une DSC. OK pour tout le monde? Voilà, quand vous allez revenir à la fac incessamment sous peu, c'est la semaine prochaine, et bien donc vous travaillerez là-dessus sur des thermogrammes. Et donc vous avez déjà vu la méthode TGA en pratique, hein, lors de la première période. Est-ce que je peux passer le slide? Pas d'objection, je continue? Alors qu'est-ce qu'il y a après? Hop là, on arrive à la fin du cours. Alors, on va se servir de la DSC pour avoir des informations sur le copolymère ou si c'est un mélange de polymères. Alors, je prends le premier cas de figure. On va considérer des copolymères. Ces copolymères peuvent avoir une architecture différente. On a un petit peu révisé ça au chapitre introductif. Le copolymère peut être avec une architecture statistique ou le copolymère peut être à bloc ou greffé ou autre encore. J'ai juste pris ces exemples-là pour ce slide. Alors, premier cas de figure, je fais tout apparaître là. Premier cas de figure, vous avez une répartition statistique des deux motifs A et B contenus dans le polymère. Eh bien, qu'est-ce que vous observez pour votre copolymère? Vous observez eh bien, une transition. Alors, je remets le titre. Je vais, dans ce cas-là, diminuer la taille. Hop. Voilà, pour que vous voyez. Ah, avec le pad, c'est pas très pratique. Oh là là. Voilà. On baissera. Alors, je disais, lorsque vous avez affaire à un copolymère statistique, eh bien, vous allez avoir le thermogramme en rouge, c'est-à-dire l'apparition d'une variation brutale du log de E, par exemple. Je dis de la DSC, je me suis trompée. Ici, vous avez log de E, vous avez une variation brutale au niveau de la transition vitreuse. Donc, vous allez mesurer la valeur numérique de la transition vitreuse du copolymère. Si vous avez analysé auparavant, parce que vous en avez eu l'opportunité, les deux homopolymères constituant le copolymère. Par exemple, le copolymère, il a des motifs A et B. Eh bien, l'homopolymère A, vous l'avez aussi dans le placard, vous pouvez le caractériser. Et l'homopolymère B, vous l'avez dans le placard, vous pouvez le caractériser. Donc, chacun va vous donner le même type de graphe qui vous permet de mettre en évidence la transition de chaque homopolymère. Eh bien, si vous avez affaire à un copolymère statistique, la transition vitreuse que vous allez obtenir pour le copolymère va être comprise entre les deux transitions vitreuses des deux homopolymères. Et cette transition vitreuse du copolymère va être dépendante
de la proportion en poids des deux types de motifs. Des motifs qui constituent des motifs représentant les motifs A, pardon, et le pourcentage en poids de motif B. Donc vous avez... Non, je suis pas encore très bien réveillée, pardon. C'est pas une DSC, ça. J'étais partie sur la DSC parce que la TG, vous allez la mesurer aussi par DSC. Donc ça, c'est le logarithme de E en fonction de la température, ou le logarithme de la viscosité en fonction de E. Ou alors, vous faites une DSC, vous mesurez TG, c'est pareil. Le propos va être le même. C'est si vous avez un copolymère, là, c'est log de E. C'est pas de la TGA, c'est pas de la DSC. Ou de la TG, pardon. Je pense que vous parlez anglais ou français. Ici, c'est pas précisé, c'est log de E ou log de θ. Log du module Young, oui. Log de la viscosité. OK? Donc, je disais que si vous avez affaire à un copolymère statistique, parce que vous allez avoir un mélange homogène, une seule phase, la transition vitreuse de votre copolymère sera intermédiaire à la transition vitreuse de chaque homopolymère, et la transition vitreuse du copolymère, plus précisément, va dépendre de la proportion en poids de chaque type de motif. Alors, comment on le trouve? On trouve quoi? Le module Young? Une propriété mécanique. Mesure par propriété mécanique. OK? Alors, si on fait la même analyse, mais maintenant on a une autre architecture pour le copolymère. On a un copolymère à bloc, copolymère greffé, dans lesquels les deux parties sont vraiment de nature extrêmement différente et donc ne s'apprécient pas, et ça va conduire à chaque bloc, chacun part de son côté, on a une ségrégation de phases, on a un milieu hétérogène. Donc on a deux phases. Eh bien, ce qu'on va observer, c'est qu'on va observer au final les transitions vitreuses qui caractérisent chaque homopolymère. Pourquoi? Parce que, au final, on voit la transition vitreuse. Je vais monter un peu le slide. Alors, donc, lorsqu'on a affaire à ça, on a donc une ségrégation de phases, on a un milieu hétérogène, on a deux phases. Donc, au final, ce qu'on voit, c'est les transitions vitreuses de chaque nodule, de chaque phase. Et donc, c'est celle de chaque homopolymère. Donc, en analysant un copolymère, vous pouvez avoir une information aussi déjà sur sa structure. Donc, savoir si c'est un copolymère avec des phases hétérogènes ou un copolymère comme la courbe rouge avec un milieu homogène. OK, donc dans les deux graphes, c'est pas écrit, c'est la même chose en Y, log de E ou log de la viscosité. Je vous laisse noter ça. Donc, je me répète en attendant que vous notez. Si vous avez affaire à un copolymère, c'est une information de savoir s'il est caractérisé par deux transitions vitreuses ou une seule transition vitreuse. Deux transitions vitreuses veut dire milieu hétérogène. Une transition vitreuse veut dire milieu homogène, une phase. Et deux transitions vitreuses, on doit retrouver les transitions vitreuses de chaque homopolymère. On ne doit pas avoir n'importe quoi. Oui, une question?
Oui, madame. Ça veut dire si, par exemple, on a un échantillon de polymère qu'on ne connaît pas et qu'on caractérise, on peut savoir s'il est c'est un polymère à bloc, greffé ou statistique, etc. Alors, oui et non. Si tu as deux, D'accord. si tu as deux phases et que tu es sûr que c'est un copolymère, oui, tu diras qu'il ne sera pas statistique, tu diras pas qu'il sera, tu diras qu'il ne sera pas alterné, mais ça sera plutôt une architecture à bloc ou greffé. Si tu as deux phases, enfin, si tu as deux TG, je répète. Si tu observes deux TG, tu en déduiras que tu as deux phases, et donc, si tu as affaire à un copolymère, tu diras que c'est une architecture à bloc ou greffé. Si tu as une seule phase, tu en déduiras les cas possibles. Soit c'est un copolymère statistique, soit c'est un copolymère alterné, ou c'est un copolymère à bloc ou greffé dans lesquels les deux blocs sont miscibles, parce qu'ils s'aiment bien. Par exemple, c'est deux blocs hydrophiles. Donc là, tu vois que une seule TG, tu as quand même le doute. Parce que si les deux blocs sont miscibles, tu retombes dans le cas précédent. OK? Est-ce que j'ai été claire? Le nombre de transitions vitreuses t'indique le nombre de... Alors, ce que je viens de raconter, c'est pour un copolymère. Et vous avez strictement la même chose si on mélange deux polymères. Je passe. Si on mélange deux polymères, si ces deux polymères sont miscibles, on aura une seule phase et on mesurera une transition vitreuse qui ne correspond pas à la transition vitreuse de chaque polymère. Elle sera intermédiaire. Par contre, si ces deux polymères ne sont pas miscibles, chacun va dans son coin, on a deux phases et on observe les deux transitions vitreuses, chacune étant la transition vitreuse de chaque polymère. Voilà, donc, et peu importe comment vous déterminez votre transition vitreuse, soit c'est par les propriétés mécaniques, soit c'est par DSC, c'est le raisonnement qu'il faut retenir ici. OK, une phase ou deux phases, une TG ou deux TG. Donc ça, c'est un raisonnement important qu'on va utiliser. Je vous laisse un petit peu noter. Alors, j'ai une question pour vous, moi. J'ai un matériau hétérogène. Est-ce que j'ai forcément deux TG? Aurélien, tu me dis non, car les polymères du matériau peuvent être miscibles. Bah, s'ils sont miscibles, c'est pas hétérogène. Voilà, c'est la réponse de Loïc que j'attendais.
effectivement, il faut que si vous avez un milieu hétérogène, je sais pas, par exemple un polymère qui a été, mis avec du renfort, de la silice, la silice n'a pas de transition vitreuse. Il faut que ça soit un polymère. Et les transitions vitreuses caractérisent, les polymères. Voilà. Donc une il faut pour avoir de la transition vitreuse, il faut avoir du polymère. Alors j'avais une autre réponse de Gabriel: «S'ils ont la même TG, ça serait pas de bol». Heu, la probabilité quand même d'avoir la même TG extrêmement faible. Alors elles peuvent être proches, ça je l'entends bien. La même, non. Alors elles peuvent être proches, mais du coup tu verras quand même un je vais dessiner quelque chose. Dans la TG, alors moi ce que j'ai fait, c'est 2 TG, très différentes, mais supposons qu'on a notre caractéristique du polymère et on voit que même si elles sont très proches, ici j'ai la première transition vitreuse et ici j'ai la deuxième transition vitreuse. Donc on verra toujours une cassure dans la courbe, une variation dans la courbe. Voilà, donc c'est vrai que c'est possible qu'elles peuvent être proches, mais on les distinguera. On n'aura pas forcément une mesure précise de chacune, mais on distinguera qu'on a 2 TG et pas une seule. OK? Voilà, alors le cours, s'arrête, sur ce dernier paragraphe, qui est un tableau sur plusieurs slides, vous l'avez dans les polis que je vous envoie, qui vous indique un petit peu, et je ne vais pas le commenter, qui vous indique, selon la caractéristique que vous cherchez à obtenir, quelle est l'analyse que vous devez utiliser. Donc voilà, je vous le fais défiler, vous l'avez, donc je vous invite à le regarder, mais ça reprend un petit peu ce que j'ai pu dire tout au long de ce cours. OK? Donc je ferai juste apparaître le titre pour ceux qui ne l'auraient pas noté, le titre du paragraphe. Propriétés mesurées par les différentes techniques, donc le mot technique. Voilà, donc vous pouvez consulter ces différents tableaux. Enfin, c'est le même tableau, mais qui est coupé. Voilà, donc ce chapitre est terminé. On va passer au dernier chapitre, qui est le chapitre des propriétés mécaniques des polymères. Est-ce que je peux fermer ce fichier? Voilà. Donc ce chapitre s'appelle, vous pouvez revoir, chapitre 4, rhéologie et propriétés mécaniques des polymères. Alors c'est un chapitre qui va être très très mathématique. Alors pour ceux qui aiment plus les maths que la chimie, ils vont être contents, mais pour ceux qui aiment plus la chimie que pour les maths, ils vont être moins contents. On va essayer d'y aller en douceur. Alors, quelques mots introductifs tout d'abord. Il ne faut pas oublier que le comportement mécanique des matériaux polymères va dépendre de différents paramètres. Et une chose vraiment très très importante, c'est la température à laquelle vous faites l'analyse par rapport aux caractéristiques du polymère, c'est-à-dire par rapport à sa transition vitreuse, par rapport à sa température de fusion si c'est un semi-cristallin. Pourquoi?
Les propriétés du polymère sont évidemment pas du tout les mêmes lorsque on est dans l'état vitreux ou lorsqu'on est dans l'état caoutchouteux. Et dans l'état caoutchouteux, est-ce qu'on a fait fondre, s'il y en a, les cristallites ou est-ce qu'elles sont encore présentes? Donc tout ça va fortement influencer les propriétés du polymère. Donc quand on caractérise un polymère, toujours indiquer la température à laquelle on le caractérise pour savoir où est-ce qu'on se situe, dans quel domaine on se situe. Les propriétés du polymère vont parfois dépendre de la direction de sollicitation, parce que le matériau peut être anisotrope, ou alors ça n'a pas d'importance lorsque le matériau est isotrope. On le verra lorsqu'on fera le module composite, où on va disperser des renforts dans le matériau. Si ces renforts sont orientés dans une direction bien précise, les propriétés mécaniques ne seront pas les mêmes dans toutes les directions. Donc là, c'est très important. Les propriétés mécaniques vont aussi être influencées par la classe du polymère. Nous avons vu quoi comme classe de polymère? Thermoplastique et thermodurcissable. J'ai fait apparaître précédemment dans le chapitre précédent ces deux classes, enfin dans le premier chapitre, et je n'avais pas fait apparaître la classe élastomère. Est-ce que ça vous paraît bizarre d'évoquer maintenant les élastomères? Est-ce que les élastomères ne sont pas compris dans ces classes-là, ou dans une des deux classes? Donc je répète, précédemment, j'ai juste parlé, quand je décrivais la classe des polymères, de thermoplastique et de thermodurcissable. Donc ma question est, l'élastomère, est-ce qu'il appartient à la classe des thermodurcissables ou est-ce qu'il appartient à la classe des thermoplastiques? Alors nous avons une réponse. Et les autres? Les deux. Encore une autre réponse parce que je vois que ça change. Là, vous n'êtes pas d'accord? Voilà, on a toutes les possibilités. Ah ben non, c'était la dernière possibilité. Voilà, je crois que j'ai tout. Il n'y a plus de choix possible. Alors, la bonne réponse, c'était la première. Les élastomères, ce sont des matériaux réticulés. Donc, en toute logique, ils font partie de la classe des thermodurcissables. Toutefois, des fois, on les fait apparaître, on les sort. Pourquoi? Je vais dessiner deux thermodurcissables. L'élastomère, c'est lequel? À droite. Tout à fait. L'élastomère, c'est celui-ci, caractérise par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à l'autre? Par rapport à mon croquis de gauche. Permet plus de mouvement. Permet plus de mouvement. Chaîne étirable, c'est pas mal tout ça. Donc chaîne peut réticuler. Effectivement, voilà, on commence à voir les mots-clés que je voudrais apparaître. La densité de réticulation est faible. Densité de réticulation faible. Ici,
densité de réticulation élevée. Donc, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Alors, les deux sont des polymères réticulés. C'est pour ça que quand on fait une description succincte des matériaux, il y a soit thermoplastique, soit thermodurcissable. Si on veut affiner notre description des matériaux, on va sortir l'élastomère du thermodurcissable. Pourquoi? Parce qu'il a une densité de réticulation qui est bien plus faible. Alors, c'est bien ce que j'ai pu. Ok, Danushika. C'est bien ce que j'ai pu voir, c'est me dire que celui-ci a plus de mouvement. Donc ici, ça c'est notre élastique, hein. Qu'est-ce qui se passe quand on tire sur l'élastique? Vous tirez sur les deux bouts de l'élastique, un bout là, un bout de l'autre côté. Bon, on sait tout ce que ça fait, l'élastique s'étend. Je vais dessiner mon élastique qui s'étend. Il manque un peu de place. Ouais, mon élastique qui s'étend, il manque de la place. Bon. Voilà. Il manque de place. On voit mon élastique qui s'étend. Je relâche, il reprend sa position naturelle. J'ai toujours à dire, c'est par exemple, je vous demande de faire la farandole tous ensemble, vous vous tenez par la main. Spontanément, vous trouvez que c'est moins fatigant de baisser les bras vers le sol. Je tire sur les deux bouts de la chaîne de la farandole. Et ce que vous allez faire, vous écartez et vos bras vont passer de la position verticale à la position horizontale. Mais si je relâche mes deux tractions au bout de la farandole, vous allez dire c'est moins fatigant d'avoir les bras à la verticale et vous allez de nouveau vous rapprocher et baisser vos bras. Vous venez de jouer le rôle de l'élastique. Par contre, à un moment, vous avez aussi une limite. C'est-à-dire que si mon élastique est tendu, là, l'élastique a les bras à l'horizontale, à un moment donné, je tire dessus, et ce qui se passe, il a une limite, et il va finir par se casser ici. Voilà, hop, on casse l'élastique. C'est-à-dire que dans la farandole, il y a deux personnes qui se sont lâchées les mains, et du coup, mon élastique, il a des propriétés mécaniques qui se dégradent parce qu'on a cassé des chaînes. Et ça, c'est parce qu'on l'a sollicité beaucoup. OK? Mais dans un premier temps, c'est cette entropie qui lui fait revenir à sa position initiale. Parce que ça lui demande moins d'énergie de baisser les bras dans la farandole. Ça, c'est l'entropie. Alors, non, surtout pas. On va le voir dans des différents slides. Ce que je décris, c'est une déformation élastique. Déformation plastique, il ne pourra pas reprendre sa forme initiale. On va regarder tout ça. Alors, l'autre cas, qu'est-ce qui passe? Je tire sur ce matériau de la même façon. Alors, je vais effacer un peu. Je tire de la même façon sur mon thermodurcissable. Je tire ici, je tire ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il n'a aucune possibilité d'étendre les chaînes. Directement, les chaînes vont se casser. Et donc, mon matériau va se fragiliser puisque je suis en train de rompre des chaînes. Je vais faire la gomme, ça ira plus vite. Là, ici, je tire, hop, la chaîne se casse. Ici, je tire, cette chaîne se casse. Je suis en train de détruire mon matériau. Donc là, j'abîme directement mon matériau. Il n'y a pas le cas de figure précédent où, grâce à ces longues chaînes entre deux nœuds de réticulation, on pouvait étirer le matériau et après, si on relâchait la contrainte, ce dernier, vous pourrez reprendre sa position initiale. C'est parce que la densité de réticulation est faible, c'est parce qu'on a des longues chaînes entre deux nœuds de réticulation. Un nœud de réticulation, c'est ça.
des nœuds de réticulation. Ben pour moi, c'est un non-sens ce que tu me mets, Alicia. Un élastomère est forcément un thermodurcissable si on veut le caractériser. Attends, je note, je n'avais pas fini d'écrire. Nœud de réticulation. Mais je pense que j'ai trouvé où il y a l'erreur. Voilà, donc en bleu, c'était mes petits nœuds de réticulation. Donc il n'y en a pas beaucoup dans mon élastomère et il y en a beaucoup. Donc densité de réticulation élevée pour le thermodurcissable. Ok. Alors, je n'étais pas d'accord avec Alicia. Un élastomère, si on doit le classer parmi les deux classes précédentes, c'est un thermodurcissable, sauf sa spécificité, densité de réticulation faible. Par contre, je pense que l'erreur que tu commets, c'est que selon les conditions dans lesquelles on caractérise un matériau, il peut avoir un comportement de thermoplastique ou un comportement de thermodurcissable. Donc c'est en fin de compte tu t'exprimes mal. C'est parce que peut-être que tu veux parler trop vite ou c'est un abus de langage que tu utilises, mais c'est pas pareil. Si on est précis, un élastomère, si on veut le ranger dans les classes, dans une des deux classes précédentes, c'est un thermodurcissable avec la spécificité qu'il a, une densité de réticulation faible. Par contre, selon les conditions expérimentales dans lesquelles tu le caractérises, il peut avoir les deux types de comportements. Un comportement dit de thermoplastique ou un comportement dit de thermodurcissable. Je pense que c'est ça l'erreur que tu commets. Mais on ne peut pas dire qu'un élastomère est un thermoplastique. Horreur de dire ça. Ok. Alors, donc on en est arrivé, encore un dernier point là, que je n'ai pas évoqué. Les paramètres qui peuvent influencer les propriétés mécaniques des polymères, eh bien, c'est la présence de charges dans le matériau, si celles-ci ont un but de renforcer les propriétés mécaniques. Alors maintenant, je vais décrire un petit peu les matériaux selon qu'on se trouve au-dessus ou en dessous de la transition vitreuse. Alors, premier cas, donc j'en suis ici, matériaux au-dessus de la transition vitreuse. Donc le polymère, je l'ai déjà évoqué, c'est un solide rigide au-dessous de sa transition vitreuse. On peut encore augmenter sa rigidité en y ajoutant des charges inorganiques pour lesquelles il aura une bonne adhérence. Il y a une bonne adhérence entre les deux pour que ça ait un impact. Dans ces cas-là, la rigidité du matériau sera encore plus grande et dans ces cas-là, l'allongement à la rupture sera plus faible. Je vous laisse noter ça. Je vais effacer mes dessins en attendant.
Est-ce que je peux passer? Vous me faites signe quand je peux passer? Ok. C'est bon pour tout le monde? Pas d'autres objections? Bon, j'arrête. Je n'avance pas. Non. Ok. Allez, on passe à la suite. Alors, pour caractériser les propriétés d'un matériau, on s'intéresse souvent, en de temps, aux courbes, contraintes, déformations. Donc, j'ai donné 2 cas de figure qu'on va commenter l'un après l'autre, une après l'autre, pour lequel donc on a porté en Y la contrainte et en X la déformation. Plus précisément, je vais décrire des courbes où, c'est ce qu'on fait habituellement, donc on porte la contrainte nominale. Qu'est-ce que c'est que la contrainte nominale? Ça va être la force exercée sur le matériau divisée par la section du matériau, mais attention, avant qu'elle ne se déforme. Donc c'est la section initiale de l'éprouvette, avant déformation. Donc ça, c'est la contrainte nominale. Alors, premier cas de figure qu'on peut avoir, c'est ces courbes-là, ça ne ressemble pas du tout à la suivante. Ces courbes-là, on va avoir quoi? Une partie linéaire où la contrainte donc, est proportionnelle à la déformation. C'est-à-dire, à tout moment, je relâche mon matériau, il s'est allongé, je ne sais pas, d'1 centimètre, eh bien, vous relâchez la contrainte, il va reperdre cet allongement d'1 centimètre et retrouver sa taille initiale. Donc, on a un comportement élastique. Et la pente, comme je vois dans le chat, me donne le module Young. Donc là, on a un comportement élastique. On a une déformation réversible. Donc la pente égale module Young. Donc ça va, et la valeur de la pente va vous donner la rigidité du matériau. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reprends, on tire sur notre matériau, il se déforme au fur et à mesure que la contrainte augmente, et au bout d'un moment, eh bien, le matériau casse. Ici. OK? Donc là, déformation élastique. On n'observe pas de seuil d'écoulement, contrairement à la courbe suivante. On va voir le seuil d'écoulement. Une question, oui? Excusez-moi, j'ai pas compris la définition d'une contrainte nominale. La contrainte nominale, une contrainte, c'est une force sur une section. Ça, il n'y a pas de souci. En termes de contrainte, le terme, il n'y a pas de souci. Mais le terme nominal à côté de la contrainte, j'ai jamais vu sur ça. Parce que la section de ton éprouvette, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième courbe, elle peut diminuer. Ouais, c'est la striction qui diminue en fonction de la contrainte. Donc en fait, on s'arrête avant que la striction, avec une modification de la striction, c'est ça? Non, non, on ne s'arrête pas. Non, on porte toujours la Dans le contrainte. premier cas. Dans les 2 cas, on trace la même chose. Contrainte nominale est égale à la force sur la section initiale de l'éprouvette. Je ne sais peut-être pas faire une belle éprouvette en 3D, là. Je vais essayer, ouais. Je peux mieux faire. Hop là.
Voilà, donc notre section initiale, ici, c'est S0. Voilà. Même si celle-ci évolue lorsqu'on va tirer sur le matériau, eh bien, peu importe, on tracera toujours la force sur cette section initiale, dans les deux courbes. Alors, oui. C'est bon, en fait, ça veut dire la même chose. Enfin, nous, on disait juste contrainte en matériaux métalliques et vous rachetez nominal, mais en fait, ça revient à la même chose. Oui, oui. Oui, oui, c'est parce que des fois, on oublie de le dire. Okay. On dit contrainte en fonction de la déformation et puis on oublie que c'est du nominal. Ok, merci. Alors, je vais décrire maintenant la deuxième figure. Alors, si je monte un petit peu mon slide. Ouais, mon dessin qui tombe dessus. Du coup, j'efface le dessin. Alors, dans l'autre cas de figure, autre comportement qu'on peut observer. L'histoire, au départ, va démarrer pareil. Pour la section AB, c'est exactement l'histoire précédente. On a la contrainte qui est directement proportionnelle à la déformation, c'est-à-dire qu'à tout instant, j'en suis ici, vous relâchez la contrainte, le matériau va revenir à sa position, on va passer de ce point-là à l'origine, c'est-à-dire le matériau va reprendre sa taille initiale. Déformation élastique. La pente, comme précédemment, c'est toujours le module Young. Ok, donc ça pour l'instant, c'est pareil. À partir de B, eh bien, on a une déformation qui est plus linéaire. Alors, on l'observait un petit peu précédemment ici. Donc, de là à là, c'est plus linéaire. Et quand c'est plus linéaire, ça veut dire que si on lâche la contrainte dans cette section-là, le matériau ne reprend pas sa taille initiale. C'est ce qu'on appelle la déformation plastique. Alors, on pouvait l'observer un petit peu à la fin des courbes précédentes. On avait une déformation plastique, mais très légère. OK, on arrive ici, ce qu'on appelle le seuil d'écoulement. Donc ici, on a le seuil d'écoulement. À partir de là, eh bien, la section de notre éprouvette va diminuer. Alors, je vais essayer de faire des petites éprouvettes un peu partout. Mais je vais la faire vue de dessus, ce sera plus simple. Et on tire sur notre éprouvette. Dans toute la partie AAC, la section de l'éprouvette reste constante. À partir de C, il y a une striction qui se crée, c'est-à-dire la section de l'éprouvette diminue. Je vais accentuer un peu plus, que je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, pas facile de dessiner avec une tablette. Voilà, hop. Bon, il est très moche mon éprouvette, c'est pas grave. Donc, ici, vous avez vraiment une striction de la section. Voilà. À partir du seuil d'écoulement, la section de votre éprouvette va
va diminuer. Et du coup, la force qui s'applique sur l'éprouvette est plus faible qu'avant le point C. Mais comme on divise toujours par S0, et bien du coup, la contrainte nominale va décroître. OK? Et après, ce qui va se passer de là à là, eh bien, c'est que, je vais essayer de redessiner une autre éprouvette. La striction, ici, va se propager entre les deux morts. Bon, je n'ai pas fait les beaux-arts, ça se voit tout de suite. Voilà. La striction se propage. Vous voyez que la striction, là, est bien plus grande que la petite que j'ai fait initialement. Donc, c'est la zone CD, zone de striction, diminue de la section transversale, et après, elle va se propager le long de l'éprouvette dans tout ce plateau-là. Et à un moment donné, eh bien, en fin de compte, elle sera de la taille maximale entre les deux morts. On va arriver à la fin du plateau. Et de nouveau, lorsque donc cette striction sera maximale, eh bien, on va avoir une augmentation de la contrainte avec l'allongement. Et au bout d'un moment, donc, le matériau va casser au point E. OK, donc c'est complètement différent du cas précédent. Précédemment, il n'y avait pas de seuil d'écoulement, alors que ici, on a un seuil d'écoulement dû à l'apparition d'une striction. Donc la striction apparaît, donc elle se forme et après elle va se propager. Et une fois qu'elle sera complètement propagée entre les deux morts, de nouveau, on va avoir une augmentation de la contrainte avec la déformation jusqu'à rupture du matériau. Est-ce que ça va, ça? Alors, quand j'ai marqué la déformation redevient homogène, ça veut dire que ça veut dire section constante. La section est redevenue constante. Ok, non, je passe pas. Une question? Oui, excusez-moi, quand vous dites que la déformation, quand vous dites qu'il y a un durcissement entre la zone D et E, c'est qu'il n'y a plus d'espace pour étirer le matériau et ça se durcit? Non, c'est qu'en fin de compte, ici, on avait un abaissement de la contrainte parce que, en fin de compte, la section diminuait puis après se propageait, la section fine se propageait. Mais à un moment donné, entre les deux morts, la section, elle est la même partout. Donc, du coup, c'est comme précédemment, on tire dessus, la contrainte augmente avec la déformation. C'est ce qu'on appelle le... Merci. Ouais. Alors, il y a du vocabulaire qu'on entend souvent. On parle de matériaux fragiles et de matériaux ductiles. Est-ce que c'est du vocabulaire qui vous parle? Et à quel type de courbe on associe ce vocabulaire? Matériaux fragiles. Première courbe ou deuxième courbe? Effectivement, matériaux fragiles, c'est la première courbe. C'est un matériau qui n'aura pas ou quasiment pas de déformation plastique. Matériaux fragiles. Alors que l'autre, lorsque vous avez une déformation plastique irréversible, qui suit la déformation élastique, on parle de matériaux ductiles ou de comportement ductile.
C'est mieux de mettre comportement. Je vais effacer en haut. Comportement ductile. Parce que tout ça encore, ça dépend des conditions dans lesquelles vous les caractérisez. Donc c'est mieux de parler de comportement. Comportement fragile, c'est la première courbe. Comportement ductile, c'est la deuxième courbe. Je répète. Un comportement fragile, il n'y a pas ou très très peu de déformation plastique. Irréversible. C'est le contraire de comportement ductile. Comportement ductile, vous avez la déformation élastique comme précédemment, mais c'est suivi d'une déformation plastique. On parle d'un comportement ductile. Oui, une question? Oui, madame, à la fin, dans la zone E, quand ça casse, à part le durcissement, qu'est-ce que ça fait, on va dire, au sein du matériau même, pour que la contrainte augmente? Bah, c'est la même réponse que tout à l'heure. Prenons deux éprouvettes, une petite et une grande éprouvette. Celle qui a une grande section, il faut tirer plus fort que celle qui a une éprouvette qui a une petite section. Donc ici, là, sur le plateau, toute la petite section se propage. Maintenant, il y a la même section du début à la fin de l'éprouvette. Et bien maintenant, comme d'habitude, on tire dessus, la contrainte augmente avec la déformation. Il faut tirer plus dessus, la force elle doit être plus importante pour le faire grandir, pour l'allonger. Oui, 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 je suis d'accord. Mais, on va dire au sein du matériau, il y a rien qui se passe de spécial? Eh ben, à un moment donné, les liaisons covalentes vont casser, parce Oui, que ça se réarrange à l'intérieur du matériau. c'est ça, oui, OK. Parce que j'avais entendu parler de ça, mais je comprenais pas bien. Et ce qui peut même se passer, c'est que quand on tire dessus, eh bien, à un moment donné, on allonge les chaînes, forcément, sans les casser. On va les rendre parallèles et il peut se voir apparaître des cristallites supplémentaires qui se forment parce que vous avez forcé l'alignement des chaînes qui vont interagir et former des cristallites. Vous pouvez avoir des blanchiments de matériaux lorsque vous tirez dessus. D'accord, oui, c'est ça que je voulais comprendre parce que j'avais eu cette remarque pendant mon alternance et je comprenais pas bien. Mais là, oui, je comprends mieux maintenant. Mais Merci. par contre, c'est au point E, là, tu casses les liaisons, donc vraiment la liaison covalente, et le matériau va finir par casser. Avant, c'est à l'intérieur du matériau, ça se réarrange. Alors, le type de courbe, la première courbe, c'est souvent observé pour le verre, les céramiques et les thermodurcissables. Verre, céramique, thermodurcissable pour la première courbe. Et la deuxième courbe, c'est souvent observé pour des métaux, alliages et certains polymères thermoplastiques. Mais encore une fois, si vous changez les conditions opératoires, on peut avoir un comportement complètement différent. Prenons un exemple. Vous avez la deuxième type de courbe. D'accord? Vous faites l'analyse, dans votre pièce, il fait 20 degrés. Vous déplacez votre appareil de traction dans la chambre froide. Le matériau ne va pas du tout même réagir de la même façon. Forcément, je ne sais pas si vous avez déjà plongé un élastique dans de l'azote liquide. À 20 degrés, votre élastique, il était je tire dessus, j'arrête, il reprend sa forme initiale. Vous le plongez dans l'azote liquide,
Vous le ressortez, il est froid. Vous le sollicitez un peu, tac, il casse tout de suite. On est passé de la courbe du bas à la courbe du haut. Il est cassant, Mohamed a raison. Tout ça, ça parce que ça dépend des conditions dans lesquelles vous sollicitez votre matériau. Donc, c'est des tendances générales à 20 degrés que j'évoque. La courbe du haut, je répète, ça va être verre, céramique, polymère thermodurcissable. En bas, des métaux, des alliages et certains polymères thermoplastiques. Mais on peut envisager d'autres cas. C'est pour ça que c'est bien de dire que c'est un comportement et pas un matériau. C'est un comportement fragile ici, c'est un comportement ductile ici. Donc c'est pour ça que c'est mieux de mettre comportement que de matériau. Je vais effacer mes gribouillis. Est-ce que je peux avancer? Alors, monter. Maintenant, on va parler des matériaux au-dessus de la transition vitreuse. Alors, si vous vous intéressez à des polymères amorphes, ils sont absolument plus intéressants. Ils n'ont aucune tenue, ces matériaux. Si vous êtes au-dessus de la transition vitreuse, c'est la seule chose qui donnait de la tenue aux matériaux. C'était d'être dans le plateau vitreux pour les polymères amorphes. Donc, si vous passez la TG, votre matériau, il devient très visqueux. Ça n'a aucun intérêt, sauf quand vous essayez de mettre en forme votre polymère. Évidemment, dans ces cas-là, c'est intéressant qu'il ait de la fluidité pour pouvoir le faire passer dans des petites filières. Voilà. Donc ça, un polymère amorphe, T supérieur à TG, c'est uniquement intéressant lors de la mise en œuvre. Donc si T supérieur à TG, les polymères amorphes se comportent comme des liquides très visqueux, ils perdent leur intérêt de matériaux structuraux, zone de température utilisée pour leur mise en forme. Oui, dans ces cas-là, c'est intéressant d'être au-dessus de la transition vitreuse. Une question, oui, je vous écoute. Là, on parle de matériaux au-dessus de TG, mais avant, un élastique à 20 degrés, on est bien déjà au-dessus de sa TG. C'était généralement avant. Je suis d'accord que quand tu tires ton matériau élastique dessus, tu es à 20 degrés. La transition vitreuse des élastiques, elle est très basse. Donc, je continue pour les semi-cristallins. Donc, si vous êtes au-dessus de TG, ce n'est pas très grave parce qu'il y a encore des cristallites qui vont apporter de la tenue au matériau. Alors, en règle générale, on les utilise à une température un peu en dessous de TF. Comme ça, ces cristallites peuvent se déformer. Donc, au cours de la déformation, les parties cristallines se déforment, se détruisent éventuellement, mais elles peuvent aussi se réapparaître lorsqu'on va tirer sur les chaînes. Les cristallites vont réapparaître lorsqu'on va allonger les chaînes dans le sens de l'étirage. Elles peuvent de nouveau donner des interactions et former de nouvelles zones cristallines. De nouveaux cristallites.
Alors, je vais parler maintenant de viscoélasticité des polymères. On va être au-dessus de leur transition vitreuse. Donc, la viscosité va devenir importante. On va avoir des phénomènes de fluage dans ce cas-là. Et c'est les comportements des polymères qu'on va décrire alors, en fonction de du temps et de la température. Est-ce que je peux avancer? Ok. Vous me faites signe? On continue pour les autres? Bon, ok. Je passe. Alors, voilà que les maths arrivent. Je vais diminuer un peu la taille de mes slides. On les voit dans leur globalité. Alors, donc, pour... oh, pardon. Voilà. Pour parler des propriétés mécaniques, on est obligé de se baser sur des modèles. Et donc, on va faire des modèles de comportement caricatural. Le premier comportement caricatural, eh bien, c'est un comportement d'un solide élastique, purement élastique. Le but, c'est d'établir des relations entre la contrainte et la déformation pour ce type de comportement et pour un autre type caricatural qui sera le solide visqueux. Le premier comportement caricatural, c'est le solide élastique. Donc, le symbole qu'on utilise pour le représenter, c'est un ressort. Et ce ressort va être caractérisé par le module Young. Enfin, un ressort, c'est une constante de rigidité K en toute réalité, mais nous, c'est un symbole qu'on utilise. Nous, c'est notre polymère va être caractérisé par son module Young. OK? Alors, si on a un matériau complètement élastique, on tire dessus, il s'allonge, on lâche la contrainte, il reprend sa position initiale. Dans ces cas-là, la contrainte est directement proportionnelle à la déformation, comme on a pu le voir sur les courbes précédentes, et la constante de proportionnalité, c'est
le module Young. E. Sauf que ça, c'est les notations qu'on utilise lorsque on fait une déformation de type élongation. Donc, je vais prendre des cubes pour parler de tout ça. Vous faites une élongation, vous tirez là, vous tirez là. La déformation est une élongation. C'est le cas le plus souvent est fait. Et dans ce cas-là, on a sigma égale E upsilon, E étant le module Young. Si vous faites un autre type de déformation, on fait un cube. La différence par rapport au dessus, ici, c'est que la surface du bas du cube est fixe et on va tirer sur le matériau. Donc, si la surface du bas du cube est fixe, elle ne va pas bouger, contrairement à la surface du haut qui va bouger. Donc, la surface du bas, elle n'a pas bougé après déformation, alors que la surface du haut a bougé. Eh bien, là, on vient de faire un cisaillement. Donc, c'est deux déformations différentes. On a toujours la même relation, la contrainte est proportionnelle à la déformation, sauf que les entités vont changer on les note différemment, par exemple. Pardon. La déformation, on ne va plus la noter upsilon, on va la noter gamma. Et le module U, on ne va plus le noter E, mais on va le noter G. Et c'est toujours la même relation. La contrainte est proportionnelle à la déformation, cette loi s'appelant la loi de Hooke. Ça caractérise un matériau purement élastique, un comportement purement élastique. Mais attention, donc les notations changent selon le type de déformation qu'on fait. Soit c'est une élongation, soit c'est un cisaillement. Alors, le cours est assez dense, vous allez voir. Je vais toujours me focaliser sur les notations d'élongation. À chaque fois que je ferai des démonstrations, je les ferai dans le cadre d'une déformation par élongation. En TD, on va varier les plaisirs et donc on vous fera changer de déformation, donc soit de l'élongation, soit du cisaillement pour pouvoir basculer de l'un à l'autre sans difficulté. Mais pour que déjà les notions passent dans ce cours, quand il y aura des démonstrations à faire, j'utiliserai toujours la déformation par élongation. OK? Donc ça, c'est un comportement caricatural, enfin caricatural extrême plutôt, d'un comportement purement élastique. Certains polymères ont ce comportement-là, mais pas tous. Un autre comportement extrême, c'est le solide visqueux. Dans le cas du solide visqueux, on va représenter le matériau par un symbole, et le symbole, c'est un piston. Dans le piston, ici, il y a du fluide, il y a une certaine viscosité qui est notée état. Eh bien, dans ce comportement extrême, la contrainte n'est pas proportionnelle à la déformation, mais elle est proportionnelle à la dérivée de la déformation par rapport au temps. Donc, sigma est proportionnel à d de upsilon sur dt, la constante de proportionnalité étant la viscosité du fluide qui est dans le piston. Encore une fois, les déformations, les notations vont changer selon qu'on fait de la déformation par élongation ou selon qu'on fait de la déformation par cisaillement. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on passe de l'élongation à la cisaillement, la contrainte est notée pareil, la viscosité est notée pareil, mais comme précédemment, la déformation upsilon, enfin la déformation était upsilon ici et gamma ici.
Donc tout à l'heure, il y avait deux choses qui changeaient. Lorsqu'on passait de élongation à cisaillement, ici, il y avait deux choses qui changeaient, le module Young et la déformation. Ici, la viscosité est la même, notez pareil. Alors, le piston, c'est purement... c'est un symbole, hein. C'est pas, le polymère, il n'est pas mis forcément dans un piston. C'est tout type d'utilisation, c'est qu'un symbole, hein. Donc, tout à l'heure, lorsque la contrainte est proportionnelle à la déformation, on appelle ça une loi de Hooke. Lorsque la contrainte est proportionnelle à la dérivée de la déformation au cours du temps, on appelle ça une loi de Newton. OK ? La majorité des polymères ont des comportements intermédiaires entre ces deux comportements extrêmes. On parle alors de solides visco-élastiques. En fin de compte, ça dépend du polymère, hein. Je n'ai pas vraiment d'exemple précis à te donner moi-même. En fait, ce sont des comportements. Un comportement, tu peux avoir tout type de comportement selon les conditions de caractérisation. Donc, il n'y a pas une vérité vraie pour tout le monde. Tu as un comportement viscoélastique si tu as la contrainte qui est proportionnelle à la dérivée de sa déformation. Donc, la majorité des polymères, comme je le disais, c'était un comportement qui va être intermédiaire entre ces deux cas extrêmes. Donc, on va avoir une coexistence de comportement élastique avec une coexistence de comportement visqueux. Et au final, ça va venir, ça veut dire quoi? C'est que le comportement mécanique du polymère va être représenté par une combinaison de pistons et de ressorts assemblés de plein de façons différentes. Et il faut trouver le bon assemblement. Est-ce qu'il faut mettre deux ressorts, un piston, ou le contraire, un ressort de piston assemblé en série, assemblé en parallèle pour une partie. Enfin, voilà. L'idée, ça va être faire des maths pour, au final, avoir une équation mathématique qui représente. Voilà, on va arriver à Maxwell-Volt, je suis d'accord. L'idée, c'est d'avoir une équation mathématique en ayant mixé ces deux éléments de base, le ressort et le piston, pour que ça reflète les points expérimentaux de votre courbe lorsque vous avez tracé la contrainte en fonction de upsilon. Ça sent les équadifs à fond. On y va? Je vois que ça vous emballe. Ah ouais, c'est les maths. Est-ce que je peux passer? Alors, on va y aller progressivement. Petit équadif au départ. Gros équadif à la fin. Alors, à chaque fois, j'ai essayé de, si c'était nécessaire, de vous faire des petits rappels de maths. Est-ce que je peux passer au slide suivant? Oui. Mais en même temps, il est 10 heures. Et ben, je pense qu'il faut mieux qu'on démarre sur une petite pause. Être bien réveillé, remis des premières émotions. Non, on va faire ça dans un quart d'heure. On se retrouve dans un quart d'heure?